Alors on commence par le premier regard croisé, justement, comment accélérer et changer. On va se poser la question de savoir où est-ce qu'on en est. On ne va pas parler que de la France, mais aussi dans le monde et en Europe. Quels sont les principaux obstacles, mais aussi les principaux leviers et quelle vision aussi à l'horizon, on va dire 2030, voire 2050. Pour en parler, je vais avoir deux intervenants en visio que je vais présenter dans un instant, mais j'invite à me rejoindre sur scène Madame Laurence Bory-Bancel et Monsieur Xavier Daval. Je vous en prie, merci. Vous avez de la place, il y a 5 sièges pour 2, on va arriver à s'en sortir. Vous avez des micros, peut-être que vous pouvez sortir de leur trépied ou le prendre comme ça, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile. Alors merci beaucoup d'être avec nous, Laurence Bory-Bancel, qui est la présidente du directoire du CNR, merci beaucoup. Et je vous ferai commenter dans un instant hein, donc, cette introduction hein, sur cette vision, on va dire, globale du développement du photovoltaïque. Et puis à vos côtés, Xavier Daval, on l'a déjà cité tout à l'heure, bonjour, vice-président du CER, président de la commission solaire. Et donc, on est également en visio avec Dolph Guillen. Bonjour. Je ne sais pas s'il me voit. Bonjour. Bonjour. Qui est directeur innovation et technologie au sein de l'IRENA. Et également, on va retrouver tout à l'heure, là pour parler plutôt de l'Europe, Jonathan Bonadio, qui est bien avec nous aussi. On vérifie techniquement si tout va bien. Peut-être on repassera après. En tout cas, il ne doit pas être très loin. Qui est Senior Policy Advisor de Solar Power Europe, donc, qui suit hein, de près toutes les tendances à travers l'Europe. Alors, on va peut-être éviter le doublon des deux. Bonjour. En tout cas, je vous salue. Merci d'être avec nous. Bonjour. Merci. Alors, je vais passer la parole en premier à Dolph Guillen pour parler de ce Outlook, hein, si je puis dire, que vous avez produit, un World Energy Transition Outlook, où l'IRENA a défini une feuille de route du développement des énergies renouvelables pour atteindre hein, les fameux objectifs de l'accord de Paris. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu plus la trajectoire nécessaire du photovoltaïque ? Bon, au premier, merci pour inviter IRENA pour cette colloque. Donc, j'ai préparé quelques diapositives. Nous avons besoin d'une décarbonisation d'ici à 2050 et le renforcement de la sécurité énergétique est une autre motivation essentielle qui a fait naître des attentes pour les énergies renouvelables, y compris le solaire photovoltaïque en Europe. Globalement, en 2021, environ 257 gigawatts de nouvelles capacités de production d'électricité renouvelable ont été ajoutées dans le monde. Plus de la moitié étaient constitués des systèmes solaires photovoltaïques, entre 130 et 140 gigawatts de systèmes ont été mis en service en termes de courant alternatif ou 180 gigawatts de modules en courant continu. L'Europe constitue environ 26 gigawatts en 21. Donc, c'est environ un cinquième du marché mondial total. D'ici à 2030, nous devrons disposer de 10 terawatts d'électricité renouvelable dans le monde entier, dans une feuille de route de 1,5 degrés. Donc, on doit tripler les ajouts annuels de capacité et le solaire photovoltaïque a un rôle clé à jouer. Plus de 843 gigawatts de photovoltaïque courant alternatif étaient en service à la fin de l'année dernière, presque 1 terawatt en courant continu. On a besoin d'environ 16 terawatts PV d'ici à 250 et autres scénarios ont plus de capacité. La Chine domine actuellement la production mondiale
pour les silicium wafer cellules et modules. D'ici à la fin de cette année, la Chine devait avoir une capacité de production annuelle de modules de 500 gigawatts et de wafers de 550 gigawatts. En revanche, la production en Europe est à ce moment modeste et on voit ici le pourcentage. Mais ça peut changer. Les avantages technologiques du photovoltaïque existent toujours et on les doit développer dans les années prochaines. Les récents efforts européens visent à développer une capacité de fabrication européenne basée sur la force d'innovation et les coûts de transport élevés de la Chine. Et certains signes indiquent que cela pourrait réussir. Par exemple, le projet Tango en Italie, c'est Heterojunction, avec 0,4 gigawatts en 23 et 3 gigawatts en 24, ou le projet de tandem silicium perovskite de Oxford PV en Allemagne. Donc, il y a une importante opportunité industrielle à les années à venir. Oui, c'est très engageant. Merci à vous en tout cas de faire l'effort, à nous proposer de parler en français. On a eu un petit perte de son au début, mais on vous a retrouvé, c'est très bien. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer aussi sur les différents segments de marché et sur leur dynamique de développement? Donc, les grandes centrales solaires au sol dominent à ce moment. En Europe, mais aussi d'ailleurs, mais les installations en toiture représentent environ une tiers ou 40% des installations mondiales, avec un rôle plus modeste pour le PV flottant et intégré au bâtiment. Et qu'on a dit avant, l'agri-PV a un rôle spécial en France. Et alors donc globalement, quelles sont selon vous les perspectives économiques de l'énergie solaire? Donc l'énergie solaire est beaucoup moins chère que la production d'énergie fossile ou nucléaire. Notre nouveau rapport annuel sur le coût des énergies renouvelables sera publié dans quelques jours. Et en 2021, les coûts moyens global était 4,6 centimes dollars par kilowattheure et les coûts d'installation environ 857 dollars par kilowatt. Les rendements des modules continuent à accroître. Donc, le TOPCon, c'est une nouvelle technologie, Thermal Oxide Passivated Contact. Il y a cette année environ 60 à 80 gigawatts de capacité ajoutée de cette nouvelle technologie, avec une efficacité de 22 ou 23%, sont élevés que le PERC. Donc, cette augmentation de l'efficacité a aussi un améliorement de compétitivité de la technologie solaire. Une autre tendance est que les meilleures localisations pour les centrales solaires se trouvent dans les régions éloignées des centres de demande. Une partie de cette énergie peut être transportée par des nouveaux interconnecteurs, mais une fraction importante devra être convertie, par exemple, en hydrogène vert et ammoniac renouvelable. Et nous voyons tel projet décoller au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Australie et au Chili, pour ne citer quelques régions clés.
Donc, cette industrie doit être développée davantage au niveau de perspectives économiques au pays et au développement et peut contribuer à améliorer la sécurité énergétique. Donc, nous avons besoin d'un couplage sectoriel pour garantir que cette énergie solaire propre soit utilisée dans tous les secteurs, y compris l'électromobilité, le chauffage électrique et les procès industriels. Alors, on est là pour parler des leviers, mais aussi peut-être des obstacles. Et dans les discussions avec les pays membres de l'IRENA, quels sont les principaux obstacles que vous voyez à l'accélération du solaire ? Donc, les problèmes sont différents selon les régions du monde. Dans le cas de l'Europe, le processus d'autorisation au niveau national est un obstacle majeur, y compris les questions relatives à l'utilisation des terres et à l'intégration des enjeux environnementaux. Certaines de ces autorités ont des intérêts et priorités un peu contradictoires. Deuxième, le solaire étant une source naturellement variable, donc le système électrique repose sur cette énergie, ont bien besoin de flexibilité pour faire face à cette variabilité. Cela nécessite de nouvelles technologies, mais aussi de nouvelles conceptions et réglementations du marché, de nouvelles pratiques opérationnelles et de nouveaux modèles économiques. Les innovations liées à ces quatre piliers doivent être combinées pour créer de nouvelles solutions. La recherche intelligente des véhicules électriques est un bon exemple. Des batteries aussi ont un rôle important pour le stockage jour-nuit, mais aussi des nouvelles solutions pour le stockage saisonnier ou le commerce international de l'hydrogène sur de longues distances. Donc, le réseau électrique doit être renforcé pour accueillir davantage d'énergie renouvelable et les opérateurs de réseaux de distribution ne sont souvent pas incités à investir dans la flexibilité à ces moments. Et enfin, dans ce World Energy Transition Outlook, vous voyez un besoin urgent d'action politique pour rediriger, on va dire, le système énergétique mondial vers une voie plus durable. Quels seraient, selon vous, les principaux domaines d'intervention ? Donc, dans le contexte européen, la rationalisation des procédures d'autorisation, de supplément des règles de réglementation font l'objet d'une grande attention. La proposition de l'Union européenne concernant le Go-to Area semble une bonne solution pour résoudre ce problème. On craint que cela ne prenne trop de temps. Les critères environnementaux, sociaux et gouvernance ESG sont également au centre des enjeux pour l'industrie solaire photovoltaïque. L'éco-conception est essentielle, tandis que la réduction de l'utilisation des matériaux critiques est également un aspect très important, non seulement pour la durabilité, mais aussi pour l'augmentation de la production avec des ressources limitées. Par exemple, 15% de l'argent qui est produit globalement, chaque année est utilisé pour la production du solaire. Enfin, le secteur a besoin d'un financement à grande échelle plutôt qu'un financement uniquement sur les engins d'innovation si les augmentations de capacité d'environ 60 gigawatts par an doivent être réalisées dans les années à venir. Alors merci à vous. Voilà, vous parlez de rationalisation des autorisations, d'assouplissement des règles et des réglementations. On va y revenir évidemment dans un instant. Bon, on va poursuivre avec Jonathan Bonadio de Solar Power Europe pour à présent zoomer, même si vous avez commencé à en parler sur ce qui se passe du côté de l'Europe. Vous parlez d'un renouveau du solaire en Europe. Vous avez aussi quelques illustrations. Oui, tout à fait. En fait, bonjour tout d'abord, bonjour à toutes et à toutes. Donc, je suis Jonathan Bonadio, je suis un conseiller politique senior à Solar Power Europe. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, même si j'aurais beaucoup aimé être avec vous à Marseille, d'autant plus que j'ai regardé le bulletin météo pour Marseille ce matin. Ça m'a donné encore plus envie d'être parmi vous, mais malheureusement, vous êtes à pour Bruxelles ? des raisons d'agenda, je suis à Bruxelles. Donc, et il fait combien ? il fait 10 degrés de moins à peu près, mais j'ai un beau fond jaune pour me rappeler le soleil marseillais. Voilà. Donc, je suis très heureux d'être avec vous. Et pour répondre à votre question, en effet,
Aujourd'hui, les ambitions qui ont été montrées au niveau européen par la Commission européenne, c'est clairement des ambitions très fortes et c'est clairement des ambitions qui placent le solaire photovoltaïque, on va le voir, au centre de la transition énergétique et de notre indépendance énergétique en tant qu'Européens vis-à-vis notamment des importations de gaz russe. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais peut-être directement vous présenter un petit peu tout ça à partir, j'ai quelques diapositives, quelques slides à présenter. Alors, je vais vous présenter ça. Je vous en prie. Moi, simplement, si normalement, je devrais voir apparaître à l'écran. C'est toujours la problématique du partage d'écran. Hein. Ça, on a connu ça ces derniers temps. Voilà. Voilà, parfait. Alors, je pense que ça devrait être bon. Donc, moi, je vais passer en plein écran. Voilà. Voilà, très bien. Donc, je vais vous présenter un petit peu, faire un zoom. Tout d'abord, merci pour l'introduction de la UNA. Je pense que c'était très intéressant et je pense que ça fait une très bonne transition par rapport à ce que je vais vous présenter. Les perspectives pour le solaire photovoltaïque en Europe. Alors d'abord, il y a une chose qui est très importante aujourd'hui, c'est qu'on entre vraiment dans une nouvelle ère pour l'énergie solaire, pour l'énergie photovoltaïque. On a eu ces derniers temps, jusqu'à 2015, 2017, un développement de photovoltaïque qui a été un peu mis en berne, qui était un peu timide par rapport aux tendances. Et puis dû notamment à la réduction des coûts, à l'augmentation des capacités de production, on a remonté la production photovoltaïque et aujourd'hui en Europe, on a dépassé les 200 gigawatts de capacité installée. Donc c'est vraiment très prometteur pour la suite en termes de capacité installée, en termes de photovoltaïque. Les principaux pays qui ont installé du photovoltaïque, qui sont aujourd'hui les leaders européens du photovoltaïque, c'est dans l'ordre, c'est l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Alors, le Royaume-Uni, qui maintenant n'est plus dans l'Union européenne, mais qu'on compte quand même dans l'Europe en tant que pays, et la France. Donc tout ça, ça augure quelque chose de très positif pour le photovoltaïque. Ça montre aussi que l'industrie est capable de suivre lorsqu'il s'agit d'installer du photovoltaïque. Mais c'est pas fini. La stratégie européenne pour l'énergie solaire, qui fait donc partie du plan REPowerEU, oui, c'est ce que je voulais vous dire, parce que là, il y a une nouvelle étape qui a été franchie avec REPowerEU, qui, évidemment, l'objectif, c'est de réaliser des économies d'énergie, de produire de l'énergie propre, de diversifier nos sources d'approvisionnement en énergie, parce que là, on est dans la problématique de la souveraineté dont on parlait tout à l'heure en introduction. Exactement. Et quand on voit ce que REPowerEU prévoit pour le photovoltaïque, on voit vraiment que c'est au cœur de sa politique d'énergie renouvelable. On a comme objectif 400 gigawatts donc d'essais en 2025. Ça veut dire concrètement que ce que l'Europe prévoit, c'est d'installer en l'espace de 3 ans ce qu'on a installé quasiment dans les 20 années qui ont précédé. Donc, c'est de doubler notre capacité photovoltaïque pour aussi répondre à l'urgence en termes d'indépendance énergétique. Et d'ici 2030, c'est 750 gigawatts qui sont prévus par l'Europe d'être installés. Nous, ce qu'à Solar Power Europe, on entrevoit comme développement possible d'ici à 2030, c'est 1 terawatt. Donc, on est capable d'aller au niveau d'1 terawatt. C'est quelque chose qui est faisable pour l'industrie et c'est quelque chose qui est atteignable. Et c'est ce vers quoi on veut tendre au niveau européen. Ça veut dire aussi qu'on a besoin de faire grandir nos capacités de production et de produire aussi en Europe. On va voir ça après. Ce qui est important aussi, c'est que dans le paquet REPowerEU, on va voir un petit peu les différents éléments du paquet ensuite, les cibles pour les énergies renouvelables à horizon 2030 ont été relevées. Donc, ça veut dire qu'on a quand même des objectifs énergie renouvelable plus forts. Alors, justement, le paquet REPowerEU, qu'est-ce que c'est? Le paquet REPowerEU, c'est 11 textes législatifs ou des recommandations qui ont été présentés par la Commission et qui constituent des réponses à la fois aux difficultés du marché mondial de l'énergie provoquées par la crise ukrainienne, donc pour mettre fin à la dépendance de l'énergie de l'Union européenne à l'égard des combustibles fossiles. Les combustibles fossiles d'origine russe en Europe, c'est 100 milliards
d'euros par an. Donc c'est quand même un manque à gagner qui est énorme pour l'Europe et c'est aussi pour ça qu'on veut accélérer et que l'Europe veut accélérer la transition énergétique. Donc diversifier les approvisionnements et évidemment développer les renouvelables et les économies d'énergie. Qu'est-ce qu'il y a concrètement dans ce paquet REPowerEU? Dans ce paquet REPowerEU, il y a tout d'abord ce qu'on avait dit des nouvelles ambitions pour les énergies renouvelables avec 45% d'énergie renouvelable au niveau européen. Il n'y a pas de déclination au niveau des États membres. Ce sont les États membres qui vont définir leurs propres cibles. Et pour le solaire, on avait vu 400 gigawatts en 2025, 750 gigawatts en 2030. Donc ça, c'est les objectifs principaux en termes de développement des énergies renouvelables. Ensuite, pour y arriver, on a une nouvelle initiative sur les photovoltaïques sur toiture. Alors, il faut savoir que le photovoltaïque sur toiture, en potentiel, ça peut représenter 25% de la consommation d'électricité de l'Union européenne. Soit, en gros, c'est plus que la part du gaz naturel aujourd'hui. Donc, le potentiel est immense. Et sur les toits des bâtiments neufs publics et commerciaux d'ici 2027, d'ici fin 2027, la Commission a introduit une obligation d'installer des panneaux photovoltaïques sur ces toits et une obligation sur les bâtiments résidentiels d'ici 2029. Donc ça, c'est quelque chose qu'on soutient. On veut même aller plus loin. On va aller sur tous les bâtiments résidentiels. Mais globalement, c'est ça qu'on a dans le paquet REPowerEU. Ensuite, ce qu'elle représentera, cette REPowerEU, sur l'initiative, sur le photovoltaïque en toiture, c'est 19 terawatts d'électricité solaire sur le photovoltaïque en toiture. La Commission a également proposé, et ça je pense que c'est un élément très important, et je serais très heureux d'en parler par après, c'est la création de zones propices au développement des renouvelables, ainsi que de nouvelles règles d'octroi du permis. Ça a été énormément répété aujourd'hui et je pense que c'est quelque chose de très important. On pense que c'est quelque chose de très important à SolarPowerEU, c'est que le goulet d'étranglement des renouvelables et du photovoltaïque, c'est les autorisations administratives. Et là-dessus, on travaille beaucoup pour réussir à obtenir des procédures qui soient plus rapides. On a également le lancement dans ce REPowerEU d'une alliance européenne pour l'industrie photovoltaïque avec comme objectif d'atteindre 20 gigawatts de capacité de production d'ici à 2025. Donc voilà ce que l'Union européenne, dans les grandes lignes bien sûr, a prévu de déployer pour l'horizon 2030 pour effectivement sortir de cette crise et nous permettre de déployer les énergies renouvelables à grande échelle. Voilà pour ma présentation. Je suis très heureux de répondre à vos questions. Merci pour votre attention. Merci beaucoup à vous, Jonathan Bonadio. On vous applaudit dans la salle, tous les deux. Voilà, donc je vous passe le message, si je puis dire, et vous pourrez commenter évidemment l'intervention de nos autres invités. Et je vais vous passer la parole à Laurence Bory-Bancel, donc présidente du directoire de CNR. Par rapport à ce que vous venez d'entendre aussi, parce que, ne le cachons pas, même Madame la Ministre l'a dit, on est en retard en France, on ne va pas dire le contraire. Donc qu'est-ce que vous pensez, vous, au regard de cette accélération qu'on voit à travers le monde, de ce qui se passe en France et finalement ce que vous vivez, j'allais dire, au quotidien ? Oui, avant de répondre à la question, bonjour à tous. Donc, Laurence Bory-Bancel, je suis présidente du directoire de la CNR, connue pour la gestion que nous faisons du Rhône. Nous produisons de l'hydroélectricité, mais nous sommes aussi responsables de la navigation et de l'irrigation. Et nous développons aussi des énergies renouvelables et donc du photovoltaïque. Cette petite introduction étant faite, la situation actuelle en France. Donc effectivement, je vais d'abord répéter ce qui a été dit en donnant un petit chiffre. La situation est inédite en Europe, elle est inédite en France, on l'a dit. Les prix de l'électricité et du gaz flambent. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les prix de l'électricité en novembre-décembre, sur le marché de l'électricité, marché de gros, on est à 900 € par mégawattheure. 900 € par mégawattheure. Donc c'est grave, ça veut dire que ça peut avoir des conséquences sur l'économie française, sur les industries, sur le portefeuille de monsieur et madame Michu. On ne le voit pas beaucoup aujourd'hui parce que le gouvernement pallie à ça, mais la situation, elle est effectivement une situation de crise. Je pense que ça a été dit, il faut le rappeler. Et d'ailleurs, on va y revenir longuement, on va dire, dans la deuxième table ronde, où notamment Nicolas Closec de la DGEC va intervenir. Que je vois. Exact, qui est juste là. Merci.
Donc le devoir de nous tous, hein, c'est la sobriété, ça a été dit, et le devoir des producteurs, c'est de produire tout ce que nous pouvons avec les outils que nous avons. Et par exemple, côté CNR, nous avons pris des décisions concernant la maintenance de nos actifs pour décaler ce qu'il est possible de décaler en maintenance, de façon à avoir plus de production pour cet hiver, voilà, notamment sur l'hydroélectricité. Donc la situation actuelle en France, c'est une crise. Il faut peut-être pas s'en inquiéter, mais il faut rebondir très vite. Rebondir très vite, et justement ça veut dire développer les énergies renouvelables, et en particulier le photovoltaïque. Et ça, comment vous le sentez? Bon, là on a entendu le discours de Madame la Ministre qui doit faire des annonces. On parle beaucoup d'assouplir la réglementation, de l'accélérer. Dolph Guillen en parlait aussi dans sa présentation de l'IRENA. Comment vous le vivez aussi, puisque on vous fait témoigner aussi. Alors voilà, donc moi je vais peut-être être le vilain petit canard, mais ça a été dit, les délais d'instruction aujourd'hui, ils sont trop longs. Donc ça a été dit, hein, c'est un fait. Et en plus, ce que nous observons en tant que développeurs à CNR, c'est qu'il y a certaines règles qui ont tendance à se durcir dans les services instructeurs. Donc on ne va pas dans la bonne direction. Bon, j'ai 2 exemples qui me viennent en tête. Hein. Un premier exemple sur un durcissement que nous vivons en ce moment sur des règles du plan de prévention du risque inondation. Et si ça va jusqu'au bout, alors il y a des projets qui seront exclus, qu'on ne pourra pas construire, alors qu'avant on pouvait les construire dans ces zones-là, évidemment sous réserve de montrer que ça ne renforçait pas les risques d'inondation. Premier exemple. Deuxième exemple, on observe chez nous une demande quasi systématique de dérogation aux espèces protégées, aux destructions d'espèces protégées, pour des projets qui sont sur des carrières, qui sont donc des zones qui sont déjà anthropisées, et ça me semble ne pas aller dans le bon sens. Donc en fait, mon message, c'est que d'une manière générale, il me semble que la situation d'urgence, elle n'est pas perçue. Enfin, on la voit pas, elle n'est pas prise en compte, alors que justement il faudrait accélérer, elle n'est pas prise en compte, et donc les exemples que je donnais, c'est que ça va même à l'envers. Donc ce qu'il me semble, c'est que en fait, il faudrait aider, notamment les services instructeurs, les aider de façon à leur donner des règles claires, de façon à ce que quand on prend la décision de faire, ok, on voit les conséquences de la décision de faire, mais il faut aussi appréhender les risques de prendre une décision de ne pas faire. Et ça, pour moi, c'est fondamental, de donner des éléments, de donner une grille, de façon à ce que tous les décideurs se rendent compte du risque qu'on prend à faire. On prend toujours un risque et on impacte toujours quand on décide de faire de la production d'électricité. On impacte, mais il faut aussi prendre en compte le risque à ne pas faire. Et là-dessus, si je puis me permettre, deux autres réflexions. La première, ça a été dit par Anne Claudius-Poty, ça a aussi été dit par la ministre Agnès Pannier-Runacher. Il y a un besoin, je pense, d'acculturation globale de ce que nous faisons dans les renouvelables. Il ne vous aura pas échappé que nous avons un nouveau Parlement avec de nombreux nouveaux parlementaires. Je pense que collectivement, il est de notre devoir de les acculturer sur ce que nous faisons. D'ailleurs, des scientifiques sont allés les voir pendant 3 jours pour les former. Ils avaient 20 minutes pour les former. Je pense qu'il y a matière à faire encore. C'est un bon début, c'est un excellent début. Mais nous, collectivement, on a aussi à faire ce travail. Et ça a aussi été dit par la ministre. Ce travail, il faut aussi qu'on le fasse aux citoyens, aux habitants des collectivités territoriales, parce qu'on ne fera pas du renouvelable sans eux ou contre eux. Alors ça, commence à parler aussi des facteurs de réussite. Ce que je vais proposer, c'est de passer la parole à Xavier Daval pour qu'il puisse commenter, et vous pourrez aussi réagir sur cet aspect. Je pense que quand vous avez entendu parler de l'ère, c'est l'ère du solaire, ça y est, on y est, vous ne pouvez pas me dire le contraire. Oui. Bonjour à tous. D'abord, je suis très heureux d'être ici. Petite introduction. Merci à tous d'être venus si nombreux. Ça fait plaisir. Ensuite, oui, il y a une crise, mais je voudrais rassurer notre audience. Nous sommes du côté de la solution. Donc ça, c'est super parce que je le vois vraiment comme une opportunité. Essayons non pas de voir toujours le verre à moitié plein, mais plutôt le verre à moitié... Pardon, le verre à moitié vide. Attention, on va dire que c'est un lapsus révélateur. Exactement. Et donc, nous devons tout faire pour aider notre pays. L'opportunité est là, c'est notre moment.
et il est important. Je raconte depuis 10 ans que le solaire est un tsunami, mais que la force de cette vague, nous pouvons soit l'utiliser à notre profit en surfant dessus, soit attendre qu'elle nous tombe sur la figure en restant sur la plage. Je farte mon surf depuis 15 ans et je sais que vous le faites aussi, donc bienvenue au club. Cette opportunité, c'est que si la France a peut-être pris du retard, alors nous sommes un territoire avec un potentiel énorme et donc une très belle carte à jouer sur plein d'aspects. On parlera tout à l'heure sans doute de l'industrie, mais en tout cas... Oui, parce que vous allez intervenir sur la table ronde en fin de matinée. Vous venez en deuxième semaine. Voilà, je suis multitâche temps réel. Voilà. Mais aujourd'hui, si on donne, et je compléterai peut-être les interventions des précédents, la perspective de ce qui est en train d'arriver. La Chine, 57 gigawatts, je crois, l'année dernière. L'objectif de cette année, 108. La Chine qui annonce que pour 2030, la production cumulée solaire et éolien, 1200 gigawatts, 2030. Et pour moi, ce signal, je voudrais le partager avec vous et le dire clairement. Je le vois aussi comme une menace. Parce qu'à partir du moment où la Chine s'est fixé une priorité forte, il y a un moment où sa propre production ne sera pas suffisante. N'imaginez pas qu'ils continueront à nous envoyer des panneaux ici. La Chine qui s'est imposée et qui respecte des ambitions carbone très fortes, et qui, pour la première fois, a obligé certaines provinces à arrêter la production de silicium qui consomme de l'énergie et qui émet du carbone. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver dans un contexte économique. On a parlé de crise Covid qui a eu des conséquences sur le prix de nos composants, et nous en souffrons tous. Je ne vois pas un retour à la normale à court terme, parce qu'aujourd'hui, au-delà d'une demande qui va fortement croissante et donc qui appelle les produits et donc qui appelle les prix, demande qui vient d'abord de l'Asie, on va ajouter par-dessus un facteur limitant qui va être un facteur carbone. Donc si nous ne comprenons pas ces signaux-là, nous avons un petit problème. Mais sinon, pour moi, le point que je voudrais rappeler aujourd'hui, c'est que l'urgence est là. Nous avons besoin de vraies simplifications. J'en ai vu quelques-unes, elles vont dans le bon sens, mais elles me semblent toujours de la petite mesure. Quand on passe d'une limite à 250 kg et qu'on la passe à 300 kg pour ne plus instruire, je prends. Mais a-t-on besoin d'instruire pour 300 kg? S'il y a un papillon qui va disparaître parce qu'une centrale de 300 kg est construite, ce papillon a de graves problèmes. Et ce n'est pas au solaire qu'il le doit. Désolé d'être un peu direct. Au point, j'allais dire, vous mettez les pieds dans le plat, c'est parfait. Alors, comment accélérer et changer d'échelle, justement, c'est la question quand même de ces regards croisés qu'on a vu à travers le monde, qu'on accélérait, qu'on changeait d'échelle. J'avais envie de vous poser cette question, justement, quels peuvent être les facteurs de réussite et, à vos yeux, comment on peut faire pour changer d'échelle? Je pense qu'on va répéter ce qui a été dit et ce que vient d'évoquer également Xavier. Je pense qu'on a besoin de simplification, de simplification des mesures administratives au sens large, hein, que ce soit l'instruction, que ce soit l'accès au foncier, etc. C'est important d'avoir on va dire une vision politique. C'est nécessaire d'avoir une vision politique. Après, il faut, excusez-moi, je vais être trivial, mais que la tringlerie suive. Donc, je pense que je suis d'accord avec Xavier, hein, c'est une crise, mais c'est aussi une opportunité. Donc, c'est vraiment les deux faces de la même pièce. Une opportunité pour nous, parce que nous sommes la solution. La volonté, la force d'aller développer, elle est là. Maintenant, il faut que le cadre, on va dire, nous y aide. Avec une place donnée aussi au territoire? Parce qu'on a parlé aussi de planification en introduction. Oui, donc avec une place donnée au territoire, c'est évident, parce que les territoires font eux aussi partie de la solution. Et donc les élus de Marseille ou de la région nous ont montré tout ce qu'ils font, c'est très impressionnant. Donc moi, ma conviction, c'est que
il faut de la planification nationale et il faut de la responsabilisation en local. Je sais que l'État a souvent, on va dire, favorisé, sponsorisé les régions qui étaient bâtisseuses. Eh bien, les régions de demain, les régions d'aujourd'hui, ce qu'elles doivent bâtir, c'est un système énergétique qui nous permette d'avoir cette indépendance et de faire la transition écologique. Pourquoi ces régions-là ne seraient pas favorisées par rapport à celles qui font moins? Jonathan Bonadio, peut-être vous voulez commenter, mais je vais peut-être faire réagir Jonathan Bonadio à ce qui vient d'être dit sur la situation en France. Je pense que l'identification des barrières et des leviers, elle est claire pour la plupart des gens. Aujourd'hui, on a besoin d'accélérer, comme on l'avait dit, et l'accélération, même si elle est définie au niveau européen, elle ne se fera pas sans le niveau local. On a besoin, on l'avait dit aussi, on a besoin d'avoir des compétences au niveau local qu'on n'a pas forcément aujourd'hui. On a besoin d'avoir une plus forte coordination entre les niveaux locaux et les niveaux nationaux. Aujourd'hui, on a des membres qui nous appellent et qui nous disent « Quand je vais déposer mon permis de construire ou mon permis aux administrations locales, j'ai l'impression qu'il y en a qui ne sont même pas au courant qu'une transition énergétique est en cours. » Alors, je caricature à outrance, mais il y a vraiment ce besoin-là de donner non seulement les moyens humains nécessaires, mais aussi de former suffisamment le niveau local, de simplifier les règles. La Commission a proposé des règles de planification. Nous, ce qu'on regarde, c'est qu'aujourd'hui, pour le solaire photovoltaïque, on dispose d'éléments qui sont des options sans regret. Les toitures photovoltaïques, les parkings, les zones fortement artificialisées, les infrastructures de transport, etc. Tout ça, ce sont des zones qui sont faciles d'accès. Et il faut aussi que les gouvernements nationaux s'emparent de ces zones-là pour en faire des zones propices au développement du photovoltaïque. Et enfin, il y a un dernier élément qui a été mis aussi en avant par la Commission, c'est la participation des populations locales. Que ce soit via des communautés énergétiques, que ce soit directement dans la gouvernance des projets, il est aussi important que les acteurs locaux, les populations locales, les citoyens s'emparent de la transition énergétique parce que, encore une fois, ça ne se fera pas sans eux. Quand on parle d'avoir 1 terawatt de solaire installé d'ici 2030 en Europe, ça ne se fera pas sans le niveau local, c'est certain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on regarde vraiment de très près ce que propose la Commission en termes d'autorisation, de permis, en termes aussi de connexion au réseau, qui est un élément qui est fortement bloquant aujourd'hui. Voilà, donc c'est vraiment des éléments sur lesquels on est très attentif. Et on pense qu'il y a encore du levier et encore beaucoup de potentiel qui reste. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez commenter? Si vous avez aussi une question éventuellement à poser, je vais passer la parole aussi au public en laissant un petit peu de temps, mais allez-y, réagissez, si je vous en prie. J'avais juste 2 points. Le premier, l'Europe nous montre la voie, entre guillemets, mais en général, l'Europe n'est qu'un outil de synthèse. Et je n'aime pas la lecture qu'on a tendance à faire en France d'un système européen qui imposerait des choses. Le mode démocratique qui a été, que nous avons voulu pour l'Europe et que nous avons fait pour l'Europe en fait un objet qui n'a aucun pouvoir. Le seul pouvoir qu'il a, c'est celui de la persuasion par la conviction. Et donc, c'est par un travail assez long qu'on arrive à construire des choses qui ensuite redescendent dans les pays. Et donc, la France n'est pas extérieure à ce qui est en train de se faire en Europe, et le plan européen, finalement, n'est que le reflet de choses qui ont aussi été collectées par notre administration et qui sont remontées. Donc, il ne faut pas imaginer qu'ils penseraient tout seuls et puis que nous serions déconnectés de ce jeu. Nous sommes partie prenante de l'Europe. La deuxième chose que je voulais dire, c'est parfois, j'ai le sentiment que le développement des projets solaires, on en a fait un monstre en France, mais en fait...
j'ai récemment, il m'est venu une analogie qui me semble tout à fait forte. L'énergie solaire, le photovoltaïque, c'est le petit dernier de la famille de l'énergie. On est arrivé en dernier, on nous refile tous les vêtements des frères et sœurs qui étaient avant nous. Alors tel pull, tel machin, c'est moche, ça ne nous va pas. Il n'y a rien qui nous va. Parce qu'aucun des règlements qui définissent le développement énergétique en France n'a été conçu initialement pour le solaire. Alors on arrive et on a des règles qui sont tellement complexes et nous sommes, nous, des objets tellement simples. Il y a un véritable travail, effectivement, à reprendre. L'ennui, c'est qu'on est un vieux pays, on est un pays avec une histoire, avec plein de règles, différents codes, code de l'énergie, code de l'urbanisme, code civil, je ne les connais pas tous, je suis malheureusement électronicien et non pas juriste, et on s'y perd. Et tout ça est à repeigner. Ça prendra du temps. Avons-nous ce temps ? Et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on pense à des méthodes d'exemption qui ramènent le solaire là où il était. Je me souviens d'une expérience en 2010, j'étais avec la directrice d'Escom en Afrique du Sud, à la suite d'un entretien très intéressant, et je lui dis « Madame, est-ce que je peux vous poser une question ?» Elle me dit « Oui, pourquoi avez-vous choisi le solaire ?» Temps d'arrêt, elle me regarde, puis elle me dit « Mais parce que c'est la seule énergie où je peux déployer 2 gigawatts par an. » Moi, expert solaire, je n'avais pas compris ça en 2010. Et nous, on en a fait un monstre, c'est-à-dire qu'une centrale d'1 mégawatt en France, il faut 5 ou 6 ans. C'est là qu'il faut qu'on change les choses. Vous vouliez commenter aussi, je vous en prie. Oui, enfin, c'est superbement dit. Non, deux petits points. Le premier, c'est, ça a été évoqué par Jean-Louis et par la ministre. On parle d'accélérer, mais il faut aussi débloquer des projets qui aujourd'hui ne sont pas construits parce que avec le prix des matières premières qui flambe, on a un certain nombre de projets qu'on ne passe pas en construction. Moi, en comité d'engagement, depuis ces dernières semaines, il y a des projets, on les construit pas parce que la rentabilité qui y était quand on a cherché un tarif, elle n'y est plus. Donc ça, c'est une réalité. On sait qu'il y a des discussions en ce moment entre notamment les syndicats professionnels et les services de l'État pour pallier à cela, mais c'est important parce que si on n'arrive pas à résoudre ce problème-là, ça veut dire qu'on aura un trou d'air dans 18 mois ou 2 ans, et dans 18 mois ou 2 ans, on sera encore dans la situation de crise dans laquelle on est au niveau de la... Laurence, on n'a pas un trou d'air d'ici 6 mois ou 2 ans, oui, on a un trou d'air aujourd'hui. Oui, on a un trou d'air aujourd'hui. Le trou d'air, c'est aujourd'hui. Un élément aussi qui est toujours compliqué à comprendre, c'est la temporalité. On est dans un processus de développement séquentiel, il faut du temps pour trouver un terrain, il faut du temps pour le permitting, il faut du temps pour le financer, il faut du temps pour acheter les composants, il faut du temps pour construire. Et que ces temps ne sont incompressibles. Et que comme on est dans un truc séquentiel, à chaque fois qu'on a une étape qui s'arrête, on arrête tout ce qui suit. Et quand on arrête tout ce qui suit dans une temporalité actuelle mondiale où les prix se mettent à flamber, où les intérêts se mettent à flamber, il n'y a plus rien qui se rattrape. C'est important trou d'air des mises en service. On est d'accord, le trou d'air, il est maintenant. maintenant, mais on le verra au moment des mises en service. Alors, je vous propose d'apporter la deuxième idée. S'il y a vraiment une question, on va la prendre maintenant, parce qu'après, on a encore 2 tables rondes. Donc, mais même si le sujet est majeur. Mais allez-y, vous vouliez rajouter quelque chose, je vous laisse terminer. C'était par rapport à la nécessaire implication des territoires. Je pense qu'en fait, on a collectivement à inventer quelque chose. Nous, on a un modèle spécifique chez CNR, on a 183 collectivités territoriales à notre capitale et on redistribue, tout en étant une entreprise industrielle, mais on redistribue énormément à l'intérêt général. C'est un modèle, il y en a plein d'autres et je pense que collectivement, on a vraiment à réfléchir à des modèles qui font que ces projets renouvelables dont la France a besoin, nous pourrons les développer dans les territoires. C'était ça que je voulais dire. C'était important à préciser. Je vous dis, je vois le temps qui file et pourtant on pourrait passer beaucoup de temps sur les différents sujets, à quel point ils sont importants. Est-ce que vous avez une question à poser ? Si vous avez une question à poser à Dolph Guillaine, je vous propose de la poser plutôt en anglais, parce qu'il comprendra mieux, même si... Alors, il y a 2 mains... Alors, micro, il y a un micro quelque part ? Allez, micro. Voilà, on fait efficacement. Il y a une jeune femme qui va vous apporter. Alors, je vais prendre les 2 questions et après, on poursuivra. Bonjour, Serge Calessian, je suis vice-président de Solvès Énergie. On a quelques projets en France. On vient de signer un projet important en Arménie dans le cadre de la coopération entre les 2 pays. Un projet où on va développer toute la filière hydrogène française. Je voulais revenir sur un point qui me paraît
absolument crucial et que je partage sans doute ici avec tous mes confrères, mais peut-être vous donner une indication sur une piste de solution. On a parlé de la compétence des services instructeurs. J'ai l'impression que les services instructeurs reproduisent des schémas qui ont été appliqués pour d'autres sujets industriels, les centres commerciaux, l'implantation des centres commerciaux, des parcs d'activités. Et que lorsqu'on étudie l'impact d'un projet ENR, on utilise ces mêmes schémas. Il suffirait, pardon de le dire de manière aussi simpliste, mais peut-être dans ce que vous avez appelé la formation de ces services instructeurs, leur expliquer qu'on n'est plus du tout dans la même catégorie et qu'on est là dans des projets d'intérêt nationaux. Et je pense que... C'est le pull-over moche qui ne nous va pas. Pardon ? C'est le pull-over moche qui ne nous va pas. Il n'est pas fait pour nous. Et c'est le sens de ce que je disais, ne pas prendre de décision ou ne pas prendre les bonnes décisions, ça a un impact et il faut l'avoir en tête. Et alors dans cette reproduction des schémas, pardon, sur un deuxième point, lorsque l'on parle de gouvernance, et soyons aussi honnêtes dans le discours, là aussi on risque de reproduire ce qui s'est passé dans d'autres domaines, et notamment les recours abusifs en matière de permis de construire sur des projets immobiliers. Là aussi, on risque d'ouvrir la boîte de Pandore et de nouveau de se confronter. Elle est nécessaire, cette gouvernance. Il est nécessaire de faire de la concertation, mais attention au chemin qu'on va employer. Parce qu'on risque de s'exposer aussi à ces risques de prise en otage de ces projets pour de sombres objectifs. Alors merci de le préciser, je vous dis, je vois juste le temps. Il y a une autre question qui va être posée, on va la prendre rapidement. J'en profite, je passe un message, on dit à Pierre Hamel de se présenter à l'accueil rapidement. Donc s'il m'entend, voilà. Donc, Pierre Hamel, non, il n'a pas bougé, donc je ne sais pas si c'est vous. On propose que vous présentiez à l'accueil. Voilà, on vous a repéré, je suis désolée. Allez-y pour votre question. Merci madame. Nous avons parlé essentiellement de production d'électricité. Je pense qu'il y a un sujet qui reste à regarder de près, c'est le raccordement. La France est un pays où la production d'électricité est en général assez centralisée. Et nous avons des RTE, à des centres de transport et de distribution, qui ne sont pas toujours appropriés pour une production photovoltaïque qui, elle, est plus localisée. Ça, c'est la première considération que je voudrais faire. La deuxième, Marseille a accueilli, il y a juste un mois, le Congrès international des grands barrages. La région, ici, comme la France en général, dispose d'un potentiel hydroélectrique important. Je pense que votre voisine peut tout à fait approuver. Bien entendu. Sur ce sujet, j'ai deux questions de détail, mais qui sont assez techniques peut-être. Est-ce qu'il est envisagé actuellement par les producteurs d'électricité, d'hydroélectricité, d'installer sur les plans d'eau des parcs photovoltaïques, au moins sur certains d'entre eux? Je pense en particulier peut-être aux canaux. Et la deuxième question, aux canaux. Et la deuxième question que je voulais poser, c'est le pompage-turbinage associé à la production d'énergie photovoltaïque peut être une solution intéressante. Il y a eu beaucoup d'exposés faits il y a un mois au Congrès international à Marseille. Et je voudrais savoir si, là aussi, il y a des réflexions dans ce domaine. Merci. Merci à vous. Alors, vous avez 1 minute pour y répondre, c'est terrible. Donc, donc, je vais répondre pour CNR. Hein. Ouais. Sur la question du photovoltaïque flottant, alors sur le Rhône, on ne peut pas, parce que le Rhône, il est navigable. Donc, on ne peut pas installer de panneaux photovoltaïques, enfin massivement, on va dire, sur le Rhône. Par contre, on installe des panneaux photovoltaïques sur des lacs, sur des anciennes carrières, etc. Donc voilà, pour la question. Mais c'est clair que votre question, elle est bonne. Hein. Les plans d'eau sont aussi du foncier pour le photovoltaïque. Sur la question des steppes, donc les stations de pompage, c'est effectivement une manière de stocker l'électricité. En fait, à travers ça, vous posez la question du stockage, qui est évidemment une vraie question quand on parle du photovoltaïque, puisque le développement massif du photovoltaïque va faire qu'à certains moments de la journée, on aura trop d'électricité. Donc soit on cannibalise des prix, soit on apprend à stocker. On n'y est pas encore. Excuse-moi Laurence, mais c'est vrai que pas entre nous. On commence toujours à nous opposer des problèmes qui seront dans 10 à 15 ans, aujourd'hui, pour qu'on puisse commencer. Commençons, et on se posera les problèmes dans un deuxième temps. Non, mais j'étais pas en train de dire qu'il ne fallait pas développer du PV. Hein.
Non. Mais je pense qu'effectivement, donc les steps peuvent être une solution au stockage de l'électricité. Il y en a d'autres. L'hydrogène est une solution de stockage. Maintenant, pour les steps, comme comme tous les moyens de production d'électricité ou de stockage, va se poser la question de l'acceptabilité de développement de ces actifs. En tout cas, si je ne me trompe pas, dans la loi climat et résilience, il y a une analyse du potentiel d'équipements en la matière qui doit être faite, et après ça, on saura où et combien on peut en installer. Merci beaucoup. J'allais dire, ça va être le mot de la fin, parce que je vois déjà que je déborde légèrement sur le timing de la table ronde suivante, mais ça ouvre beaucoup de discussions aux échanges suivants, puisque vous avez parlé de hausse aussi des coûts et des prix. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Adolphe Guilaine et à Jonathan Bonadio aussi pour leurs interventions. Merci beaucoup.